les gars, on y va, c'est bon? Vas-y. Je suis bon, c'est prêt pour moi. Juste calme au début, doucement. C'est vraiment les premières scènes du film. T'inquiète, t'inquiète. Vous êtes toutes et tous contaminés. Oula, ok. Ouais. Et pour les experts, il est absolument clair que les PFAS, c'est la crise de pollution la plus importante que l'humanité ait jamais eu à affronter. I think it's absolutely critical. You know, what we've seen here in the US is aggressive efforts to try to stop the story from getting out. Quand on était petit, enfin depuis que je suis petit, tu me dis souvent que quand on utilise une poêle, il vaut mieux pas trop la rayer. Mam, petite question, tu sais quand on était petit, à la maison, on avait que des poils pas Tefal quoi, pas revêtement, tu sais, on en avait jamais à la maison et tout, moi j'ai toujours cramé des œufs. Tu te souviens de ça ou pas? Oui, bien sûr. Et pourquoi tu me dis ça? Ben, en particulier les poils en téflon. Et pourquoi? Quand on enlève un revêtement de protection, quand on l'oreille avec une fourchette ou avec n'importe quoi, le Tefal rayé, c'est pas bon. Eh bien parce que le téflon est une substance cancérigène. Ok. Et ça du coup tu l'utilises quand même? Oui, alors, pour les crêpes. Ok. Pour les crêpes, voilà. Je t'embrasse super fort. Je t'aime, bisous. Bisous. Ciao, ciao. Vous voyez le moment où on réalise que nos mères avaient raison depuis le début. Et bien sur ce coup-là, elles avaient pas mal d'intuition. Il y a un magasin Tefal, wesh. Un À Créteil Créteil, c'est hyper loin, mais. ça va monsieur, je passe jamais le péril. Bah, frérot, tu rigoles quoi? C'est lui qui habite à Noisy, mais c'est vrai qu'il est moins dans le quartier Agnès. Et bon, on fait un petit tour à Créteil. Allez. Pour respecter le droit à la vie privée des travailleurs de ce magasin, nous avons anonymisé leur voix et recréé la scène que nous avons vécue à coups de crayon. Bonjour, désolé, je suis un peu perdu sur les poils. J'ai l'impression que vous avez pas mal de modèles, je sais pas trop, vous conseillez quoi par rapport à... Moi, avec mon expérience, je préfère vraiment le titanium anti-adhésif. Ok. Après, il y a des gens qui préfèrent l'inox, parce que ça reste moins toxique vu qu'il n'y a pas de revêtement. D'accord. Enfin, je crois qu'il fallait pas les gratter, des trucs comme ça, mais... Ouais, il faut éviter de les gratter. Enfin, de les abîmer, parce qu'en fait, après, ça abîme le revêtement. Une fois que ça s'effrite, il faut changer la casserole. Ok. Et c'est pas dangereux pour la santé? C'est pas dangereux, non. Non, non. Ok. Non, parce que dans les anciennes casseroles, vous avez du téflon, ça était cancérigène. Ah. Aujourd'hui, nous, dans notre revêtement, il n'y a rien de cancérigène, parce qu'en fait, notre organisme ne digère pas. Même si vous en ingérez, votre corps, il évacue... Oui, donc en fait, même si c'est pas trop bon pour la... Enfin, vous dites c'est pas trop bon pour la santé, mais c'est juste quand ça gratte, on risque rien, quoi. Oui, non, c'est juste que ça s'abîme. Alors que l'inox, ça s'abîme pas. Bah, merci beaucoup. Je vous en prie. Je suis désolé de vous embêter. Ma copine, on a regardé hier soir Dark Waters. Vous Ouais. savez ce que c'est ou pas? Dark Vador? Non, Dark Waters, c'est un film qui parle de scandale écologique. Elle est un peu dans l'écologie et elle flippe un peu sur les revêtements. Ouais. En fait, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez un nouveau revêtement ou c'est... Enfin, elle flippe de ça en fait. Elle a trop peur que en grattant la poêle, ça... Mais non, en fait, vous allez voir Ouais. ce symbole-là. Ouais. C'est que dedans, il n'y a rien de toxique en fait dans nos casseroles. C'est le PFOA? Ah oui, d'accord. C'est ça. Ok. Bon, je vais essayer de voir avec elle. Merci, au revoir. Et sans plomb et sans caillou. Quoi? Énorme. Essentiel pour garantir un mode de cuisson sûr et sans danger pour toute la famille. Donc en fait, c'est Tefal qui dit à quel point c'est vraiment safe. Garantie sans PFOA, sans plomb et sans cadmium. Donc en fait là, ils disent qu'ils n'utilisent plus le PFOA. Mais Ils nous disent pas du tout par quoi être remplacé, bon. Non, Y a rien dessus. non, il n'y a pas de... Pierre, on t'a ramené un petit truc, un petit cadeau. Voilà, je te donne ça. Merci. Est-ce que tu peux le montrer à la caméra? Ouais, exactement.
sur cette poêle, il y a écrit 100 PFOA. Donc nous, on s'est dit que c'était bon et qu'on pouvait peut-être l'utiliser sans se soucier de notre santé. En tout cas, ça y est, c'est le sujet est clos, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de danger. C'est une évolution des procédés, voilà. La réglementation a évolué. Maintenant, le PFOA, on n'a plus le droit d'utiliser le PFOA pour synthétiser du téflon. Et donc, on utilise des alternatives, des substituts. Ah, donc il y a une alternative sur cette poêle. Ce qu'on sait, c'est que c'est un revêtement anti-adhésif, probablement du téflon. Comment il a été synthétisé, ça on ne le sait pas. On sait juste qu'il a été synthétisé sans PFOA. Et on n'en sait pas plus. PFOA. L'un des principaux composants, l'acide perfluorocatanoïque PFOA. Fortement suspecté d'être cancérigène. Aujourd'hui interdit aux États-Unis comme en France, le PFOA est désormais remplacé par d'autres produits chimiques aux acronymes similaires. Perfluoré, c'est l'avocat américain qui s'est battu contre DuPont. Ça serait ouf si on pouvait l'interviewer, tu vois. T'as pas les contacts, toi, tu connais tout le monde, toi. Oui, bonjour aux États-Unis. That just last week, Rob Bilott was welcomed as a partner here at Taft, Stettinius, and Hollister. Hi, Mr. Hello. Bilott. Thanks so much for taking your time. How did all that started? How did you first get into this vortex of PFAS? Well, I'm Rob Bilott. I'm an attorney with the law firm Taft, Stettinius & Hollister in Cincinnati, Ohio, and northern Kentucky. I started off my career in 1990, and at that time I joined a law firm here in Cincinnati that was representing a lot of big chemical companies and trying to help these folks navigate all of the different laws, rules, and regulations about what goes into the environment. And thought I really kind of knew that system pretty well. And in fact, I'd been doing that for 8 years to the point where I was becoming a partner at my law firm. And that's when I got a call from a farmer in West Virginia, where my entire perception of that world and those laws changed. They told my brother and me no chemicals, just trash, but we ain't stupid. Made them videotapes myself. All the proof you need, they're poison in the creek, killing my animals. I'm in the middle of a meeting. So I want a lawyer. Is that farmer in West Virginia called telling me about cows that were dying on his property in West Virginia. He was calling me at the recommendation of my grandmother, because this was a town my mom had grown up in. Beginning, I'd bury them, each one, their family. We got to be so many, pile them up, set fire. So even though that's not the kind of thing we were doing at the time, that's not the kind of thing I was working. I was helping companies emit things into the environment and control all that. Based on that family connection, you know, that this was somebody my grandmother had told I could help, I agreed to look into what was going on. A farmer came to see me. Wilbur Tennant? You do know him? When I took on that case, and that was back in October of 1998, I had no idea at the time that this issue that I thought just involved one farm, one family with cows, you know, on a piece of property in West Virginia, would end up uncovering what has become really global contamination on an unprecedented scale. Bon, alors, le problème, je veux que j'explique le problème, Félix ? Vas-y. C'est que j'arrive pas à comprendre ce genre de seuil. Tu sais que moi, comment je suis, j'ai besoin de comprendre tout. Une fois que j'ai tout compris, après, je peux... Après, on simplifie, on prend les trucs importants et tout, tu vois. Et là c'est encore hyper flou pour moi, en fait. Enfin, les PFAS, c'est une famille de substances chimiques qui sont fabriquées par l'homme, qu'on ne retrouve pas naturellement dans l'environnement. Un PFAS, c'est au départ un hydrocarbure, donc une succession d'atomes de carbone qui sont reliés les uns aux autres, sur lesquels on va venir ajouter des atomes de fluor. La liaison carbone-fluor, c'est une des liaisons les plus stables de la chimie organique. Elle est incassable, enfin on n'arrive pas à la casser. Et donc cette résistance, ça donne plein de propriétés super intéressantes pour les industriels, comme résistance à la chaleur, résistance à l'eau, résistance aux graisses, etc. Et en plus, ce qu'on peut faire, c'est venir ajouter au bout de cette chaîne carbonée et fluorée un groupement fonctionnel, une fonction acide, il y a plein de possibilités. Et ça va encore venir modifier les propriétés de cette molécule. Poêle à frire, tenue de pompier, emballages alimentaires, revêtements anti-taches, les PFAS sont désormais partout. Problème, cette résistance les rend indestructibles dans la nature. C'est pour...
Tu te rappelles, Tefal arrête le PFOA, mais on est quand même hyper exposé au PFOA. Enfin, en gros, il n'y a plus de PFOA, c'est interdit, mais c'est quand même la merde parce que c'est partout. Tu sais par quoi il est en place? Non. Moi, j'en sais genre par rien, enfin, un truc... par d'autres molécules. À chaque fois qu'une molécule est interdite parce qu'elle fait scandale, parce qu'il y a des études qui montrent c'est toxique, ensuite les décideurs, ils font OK, elle interdit, machin. Eux, ils font mode, pas de soucis, bah on va en inventer un nouveau. Du coup, ils changent un petit truc de leur chaîne, ils inventent des nouveaux. Et donc, du coup, on n'a pas le temps, ils l'utilisent, et ensuite, seulement après, on se rend compte que c'est toxique. Au tout début, quand on commence à taper PFAS sur Internet, un des noms qui revient le plus souvent, c'est Stéphane Aurel. C'est une journaliste au Monde, et on décide de l'appeler. À partir du début des années 2000, quand les fabricants de PFAS se sont retrouvés dans le viseur des autorités et qu'on a demandé une sortie des PFAS qui sont le PFOS et le PFOA, ils ont remplacé par de nouveaux PFAS qu'on dit à chaîne courte et qui se sont avérés en fait aussi problématiques. Et c'est ce qu'on appelle la substitution regrettable. Bonjour et bienvenue sur le service consommateur Tefal. Bonjour, service consommateur Tefal, à votre écoute, que puis-je faire pour vous? Bonjour, merci de répondre. Je vous appelle juste parce que j'ai quelques petites questions concernant le revêtement de vos poils. On a vu que sur le site, vous n'utilisez plus de PFOA, mais par contre, qu'il y avait une autre molécule qui s'appelait l'Adona, et on n'arrive pas à trouver juste des informations pour savoir si c'est quand même toxique ou pas, et voilà, on aurait aimé savoir ça. D'accord, donc juste au niveau des poils, est-ce que vous avez directement la réponse des poils que vous me communiquez? Sur toutes vos poils. En fait, c'est écrit sur toutes les poils qui sont pas en inox. En fait, il y a un nouveau revêtement. Et pour l'instant, juste l'information que j'ai, c'est que ça s'appelle de l'Adona, qui est utilisé, qui est un nouveau PFAS. Et j'aurais bien aimé savoir, en fait, si c'est toxique ou pas, quoi. Enfin, ou qu'est-ce que vous pouvez me dire sur le sujet? Toutes les poils, ou par exemple, je vais vous donner une référence d'une, la Excellence Poil 32 cm. Allô? Allô? Vous êtes là? Allô, messieurs? Je suis choqué. Ils nous ont... Oui, allô, excusez-moi, vous êtes encore là? Mais c'est un truc de fou. Jamais autant fait ghoster que par Tefal. Ils ont juste même pas dit, je reviens vers vous dans quelques secondes, je vais me renseigner. Le gars a dit. Alors là, je comprends pas. On rappelle? Non, mais Alors, mais on va rappeler avec un autre numéro, frère. Votre conversation est susceptible d'être enregistrée. Petite basse. Bien, mais Bonjour et bienvenue au service consommateur Tefal. En raison d'un grand nombre d'appels, votre Menteur. appel se prolonge. Si vous souhaitez être rappelé par un de nos conseillers ou à renouveler votre appel ou nous contacter via le... Nous vous remercions pour votre compréhension. Genre Tefal. Ils sont overbooked, you know? À mon avis, So many people il y a moyen qu'ils aient bloqué Tefal. un petit peu les 10 premières chaînes mines. La première fois qu'on a découvert des PFAS, en fait, c'était un accident. En 1938, il y a un chimiste dans la firme de DuPont aux États-Unis qui essaie de refroidir un certain gaz avec de la neige carbonique et il donne naissance au PTFE. Le PTFE, c'est l'autre nom du polytétrafluoréthylène, soit le téflon. La première fois que le PTFE est utilisé, c'est 2 ans plus tard, en 1940. On est en plein milieu de la Seconde Guerre mondiale et les États-Unis l'utilisent dans le fameux projet Manhattan. It repelled the elements, especially water. So they used it to make the first ever waterproof coating for tanks. It was indestructible. Then some companies thought, hey, why just a battlefield? Why not bring this chemical into American homes? Et c'est en 1949 que DuPont dépose la marque Teflon et commence à les commercialiser à grande échelle. Surtout à coup de com. Il y a une grande campagne publicitaire qui a lieu à peu près dans les années 50 autour du Teflon. Parce qu'il est né gourmand, l'être humain est attiré par les crêpes, faites dans une crêpière Tefal. Parce que dans une crêpière Tefal, les crêpes n'attachent pas, et ce qui n'attache pas est plus appétissant que ce qui attache. Et comme avec T+, la crêpière Tefal dure plus, on comprend que les gens y soient très attachés. Les vrais Tefal n'attachent vraiment pas.
So now there are thousands of these chemicals we now call PFAS. Anything with a carbon fluorine bond. And there could be up to 12,000 of those now. What we saw was those chemicals were not only just used in the United States, they were also used at manufacturing facilities all over the world, including in Europe, including in Asia, in Japan, in Australia, in France, in the Netherlands, in Belgium, that these chemicals were likely not only being used, but emitted out into the environment all over the planet. And people didn't know. Vas-y, fais-moi peur, il y en a dans quoi, un truc que j'utilise tout le temps? Un truc que j'utilise tout le temps? Ouais. L'ordinateur, espèce de geek. Et non, un truc, frère, qui m'a fait rire, c'est que, tu sais, t'as envie de mettre des lentilles. Ouais. Bah, oublie. T'as des lentilles de contact. Enfin, moi, je serais toi. Je garderais tes petites lunettes de nerdy, là. Les gars? Oh putain, y'a Lou! T'es où? Vous êtes où? Là. Ah, t'es pas là. Oh, meuf, mon rêve. Merci de venir à ma rescousse. Toujours avoir une porte. Dès qu'il y a une base de données, je suis là. Hein. Toujours. C'est si vrai, en plus. J'essaie de comprendre dans quoi il y a des PFAS, autre que ma poêle, tu vois. En fait, ce qui est relou, c'est qu'il n'y a pas une liste claire qui existe avec tous les PFAS utilisés et dans quoi ils ont utilisé. C'est des heures de taf. J'ai passé des heures sur des sites sombres à rien comprendre. Bah oui, nous, la base de données qu'on a commencé à faire, c'est vraiment recenser 18 sites différents. Notamment là où tu as le plus d'informations, c'est presque le site des industriels eux-mêmes qui donnent plein d'infos sur les usages. Mais il faut réconcilier tout ça, c'est hyper... Mais ils les donnent pas tous. Non, ils les donnent pas du tout tous. Les PFAS sont vraiment partout autour de nous. On les retrouve dans les cosmétiques, en particulier ceux qui sont waterproof, dans les revêtements, des vêtements Gore-Tex par exemple. On les retrouve beaucoup dans les mousses incendies, dans les emballages alimentaires, dans l'informatique, dans certains médicaments ou outils médicaux, et même dans les fusées. Donc on était 5 au départ, et c'est how it started, how it's going. C'est-à-dire qu'au début, on va localiser entre 12 et 20 usines en Europe, et on a fini par se retrouver à 16 pays pour publier une carte qui montre en fait l'étendue de la pollution en Europe, ce qui fait qu'au total, on a 23 000 sites de contamination détectés en Europe et 21 500 sites de contamination présumés. Et je précise que c'est une sous-estimation énorme de la situation. Il y a des pays dans lesquels on n'a pas du tout de données. Juste au Danemark, qui est un petit pays qui n'a pas une énorme activité industrielle, ils sont à 15 000 sites. C'est-à-dire que c'est quasiment l'équivalent, enfin les 2/3 de ce qu'on a pour toute l'Europe. Donc ça veut dire que pour des pays industriels comme la France ou l'Allemagne, on est sans doute à des chiffres plutôt à 100 000 ou 100 000 sites, quoi. Ce qui commence à devenir de plus en plus clair pour nous, c'est que contrairement à ce qu'on pensait, c'est pas tant au moment où on fait frire notre œuf dans notre poêle qu'on est contaminé, mais déjà avant à la fabrication. C'est-à-dire qu'on a besoin de PFAS pour fabriquer le téflon, et donc c'est dans l'usine que les PFAS sont relâchés dans l'air, dans l'eau, qui s'infiltrent dans les nappes phréatiques, dans les cours d'eau, dans l'eau potable qu'on boit, et surtout dans les aliments qu'on consomme. Donc finalement, on est presque plus contaminé par l'œuf qu'on mange dans la poêle que par la poêle elle-même. Pierre-Bénite, c'est un des 5 sites en France où on fabrique des PFAS. Donc il y a 5 usines de fabrication de PFAS en France. La grande question, évidemment, c'est quel impact ça a sur la population et sur les riverains de ces usines ou de ces sites pollués. Sur le trajet, on appelle Martin Boudot. C'est le premier journaliste qui a enquêté sur le site de Pierre-Bénite. En commençant à regarder avec l'équipe de Vert d'Orage, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même des suspicions à plusieurs endroits. On savait qu'il y avait un hotspot du côté de Lyon, on ne savait pas où exactement. L'info n'était pas donnée publiquement. Les autorités avaient commencé à faire des prélèvements il y a quelques années, mais c'était arrêté là. Et donc on a lancé la grande enquête. Ça a été 1 an de travail, des prélèvements d'eau, des prélèvements de sol, des prélèvements de végétaux, des prélèvements d'air, pour essayer de mapper, de cartographier le plus possible la pollution autour des sites d'Arkema en l'occurrence. Stéphanie Escoffier nous donne un échantillon de son lait, collecté avant que son bébé fête ses 3 mois. 13 autres femmes acceptent de participer à notre étude.
Toutes habitent dans la vallée de la chimie. Aucune d'entre elles ne connaît vraiment les perfluorés. Les résultats sont si préoccupants que le professeur Jacob Debourg vient les présenter en personne à Lyon. Ma principale conclusion, c'est que dans un rayon de 3 à 5 km, et parfois même dans un rayon un peu plus large, la population est beaucoup trop exposée aux perfluorés. Ce que j'observe ici, c'est que l'eau n'est pas dépolluée des perfluorés. Donc, vous buvez ce qu'il y a dans la rivière. Et ça m'inquiète beaucoup. En tant que scientifique, je n'ai jamais recommandé de ne pas allaiter. Mais sans vouloir donner de conseils, ici, je ne donnerai pas le sein à mon enfant trop longtemps. Si il accepte de témoigner, ce mec, c'est ouf. Mais voilà, si vous avez un tout petit moment pour rappeler dans l'après-midi, c'est incroyable. Et puis si on arrive à se voir, c'est très très précieux pour ce qu'on essaie de faire, qui va dans le même sens que vous. Bonne journée de soleil et puis à bientôt, j'espère. Bonne journée de soleil. Si, c'est bien, Bonne journée de soleil. Ah, c'est bien, c'est bien. Nous aimerions pouvoir vous raconter dans quel cadre nous sommes ici et peut-être vous proposer une rencontre sous vos conditions. Nous savons préserver l'anonymat. Merci d'avance pour votre retour précieux, pour votre retour précieux. Oui. Et émouvant. Non. Et important pour l'histoire de l'humanité. Non, Camille. Ensemble, nous écrivons dans la lutte contre les c'est toujours le mot de trop. J'ai confié un échantillon de mon lait maternel à l'équipe de Vert d'Orage qu'il a fait analyser par une équipe qui sont spécialisés dans les perfluorés. Et du coup, les taux étaient 2 fois plus élevés, grosso modo, qu'une étude similaire qui avait été conduite aux Pays-Bas. Et je m'y étais un peu préparée, mais peut-être pas autant. C'était vraiment... ouais, c'était... Oui, d'abord, c'était de l'inquiétude que j'ai eue pour mon enfant, de la culpabilité. Après, avec... elle est toujours présente, la culpabilité. Mon mari travaillait à Arkema. Bon, il était dirigeant d'une unité qui était très toxique, qui s'appelait l'acroléine. Et maintenant, je me pose la question, mon mari avait de l'hypercholestérol. On ne mangeait absolument pas gras, c'était pas une question de nourriture. En fait, il en est décédé quand même. Bon, j'ai une fille qui a de l'hypercholestérol, donc on a quand même, on se dit, on a des trucs qui posent problème, quoi. Moi, ce qui m'est venu, c'est vraiment la colère. Il a vraiment, à la fois de la colère et dire, bon, mais il faut s'y mettre, quoi. Il faut réagir, il ne faut pas laisser passer ça. Il y avait l'agence régionale de santé qui, à l'époque, au tout début, niait le problème. Quand il y a le député, pourtant médecin, qui dit non, il n'y a pas de problème, machin, etc. Enfin bon, tous ces trucs-là, c'est inadmissible. Il faut qu'ils se rendent compte que les conséquences sont vraiment trop graves et qu'il faut qu'ils sortent de leur bulle. Enfin, c'est ça que je ne comprends pas. Dans la tête de ceux qui polluent, ils en subiront eux aussi les conséquences. Aujourd'hui, nous, ce qu'on demande, les victimes, les associations, c'est qu'il y ait des prélèvements qui soient faits aux frais d'Arkema, parce que c'est Arkema qui n'a pas respecté la réglementation environnementale pendant des années. Et en fait, c'est vraiment l'application du principe pollueur-payeur, c'est-à-dire que cette impunité des pollueurs, elle n'est plus acceptée par la société civile. L'administration sait depuis 2010 qu'il y a une grosse pollution de la nappe et de l'eau potable, parce qu'il y a l'ANSES qui a fait des études. Et en fait, dans le rapport de l'ANSES, c'est indiqué... On est venu avec l'Adréal sur le site, on a voulu faire des prélèvements, mais en fait, on avait prévenu Arkema qu'on allait faire des prélèvements, et Arkema, la veille de notre passage, a rebouché l'endroit le pire, le plus contaminé de sa plateforme. Et en fait, ça, c'est vraiment... C'est une infraction pénale, en fait, c'est de dissimuler la vérité. Pour savoir à quel point Pierre-Bénite est contaminé, on appelle Émilie Rosso. C'est une journaliste de la région qui a fait tout un tas de calculs pour savoir si ces taux étaient plus ou moins élevés que d'autres endroits dans le monde. Pour son travail, elle a été nommée au prix Albert Londres.
Là, tu es à l'endroit le plus pollué de Pierre-Bénite. Il y a 642 microgrammes de PFAS par kilo sous tes pieds. Alors, dit comme ça, évidemment, ça parle pas à grand monde. Et en fait, à l'époque, ça me parlait pas du tout à moi non plus. Et comme on n'avait pas de normes, on n'avait pas de seuil, ni rien, je me suis dit qu'il fallait aller voir un petit peu ce qu'ils faisaient à l'étranger. Et c'est comme ça que je me suis rendu compte qu'on était en fait 14 fois au-dessus de la norme danoise pour les terrains de jeu et les jardins d'enfants, mais aussi 51 fois au-dessus de la norme hawaïenne pour les écoles et pour les parcs, et 24 fois au-dessus de la valeur indicative hollandaise. Alors, du coup, là, ça commence à faire un petit peu peur. La réglementation des produits chimiques en France, en Europe et même dans le monde, en fait, repose sur un principe qu'on appelle l'évaluation des risques. C'est-à-dire qu'on peut mettre des produits, les industriels peuvent mettre des produits sur le marché, et c'est seulement quand il y a un problème qu'on les retire. Donc il y a une sorte de dicton dans ces milieux réglementaires où on dit qu'il faut 90 jours pour mettre un produit chimique sur le marché et 20 ans pour l'en retirer. Et du coup, vous avez une mission de porting juste devant la gare. On vous dit quand on n'est pas loin du stade et on se retrouve. Génial. Et comme ça, vous aurez l'interview. Génial. Merci beaucoup. La personne que vous allez entendre, elle travaille chez Arkema. Elle a accepté de nous livrer son témoignage anonymement pour préserver son emploi. Voici ce qu'elle a finalement accepté que nous diffusions. Il y a des citoyens qui vivent autour, mais il y a aussi les salariés qui travaillent tous les jours avec, pour certains, peut-être la boule au ventre. Et puis, et les salariés qui travaillent, que ce soit chez Arkema ou chez les sous-traitants, elles viennent travailler, elles viennent pas forcément pour faire du mal aux gens qui sont autour. Certains salariés travaillant chez Decking ont eu des prises de sang par Decking, mais n'ont jamais reçu leurs analyses. Ils n'ont jamais reçu les résultats. Jamais reçu les résultats. Je sais qu'il y a des personnes qui ont 480. Mais est-ce que ces personnes-là voudront parler? Ça, c'est encore une autre histoire. Parce qu'ils ont peur de... perdre leur emploi et sans boulot quand vous avez 50 ou 60 ans. Avec toutes les problématiques de la société aujourd'hui, c'est compliqué. Nous, les salariés, mis à part faire notre travail, il va bien falloir qu'on fasse avec, pour l'instant. Et puis, vous êtes là pour alerter, donc c'est le but. Mais bon, après, mon travail étant ce qui fait vivre ma famille aussi, pas forcément de choix aujourd'hui, fait continuer à travailler. Donc, c'est pour ça peut-être que vous ne ressentez pas de colère, c'est que vous n'êtes pas là. Le luxe de la colère. Oui, pas le luxe. Et puis, de toute façon, maintenant que c'est dans le sang, qu'est-ce que vous voulez faire? Je ne vais pas me couper un bras pour essayer de l'enlever, ça ne marchera pas, ça ne fonctionnera pas dans une chaise. And in the US, what you've seen is it has taken decades for us to be able to get this story out to the scientists and the regulators, the lawmakers and the public. You know, it actually took getting a feature film, a movie, a Hollywood film, Dark Waters, and documentary and books out to finally start getting the public to pay attention. There has been active lobbying and efforts by the makers of these chemicals to try to keep that information from coming out. Ce qu'il faut comprendre avec la littérature scientifique, c'est que si on prend seulement une étude localisée, isolée, ce qu'elle peut mettre en lumière, c'est avant tout une corrélation. Mais quand on commence à avoir une accumulation de données, de résultats, d'études, on commence à construire ce qu'on appelle un consensus scientifique. Et nous, c'est ça ce qui nous intéressait. Donc on a essayé de trouver le plus d'études possibles, de garder seulement les plus robustes, c'est-à-dire celles qui sont faites sur une large population, parfois sur plusieurs années, testées sur des humains plutôt que sur des animaux. Et on est arrivé à des résultats assez flippants. Pour commencer, il faut savoir que les PFAS ont des effets sur notre santé avant même qu'on naisse, c'est-à-dire lorsqu'on est encore un embryon. Par exemple, cette méta-analyse, elle est assez robuste parce qu'elle regroupe 9 études scientifiques qui établissent un lien direct entre l'exposition à certains PFAS et la réduction de la taille du fœtus dans le ventre des mères. Celle-là, elle parle du retard de développement au niveau du cerveau, potentiellement même des années après l'exposition aux PFAS. Ici, les chercheurs qui se sont intéressés au sang de 744 adultes et 249 enfants français, et ils ont montré que 100% d'entre eux contenaient des PFAS. Maintenant, on va s'intéresser aux études qui cherchent le lien entre l'exposition aux PFAS et le développement de certaines maladies. Cette liste, elle est très longue et non exhaustive. On commence seulement à comprendre le sujet. Cette étude, elle dit que quand on est exposé aux PFAS, on est aussi exposé à développer de l'hypertension et donc des maladies cardiovasculaires.
Celle-là, elle met en lumière le risque de dérèglement du système immunitaire par la réduction de la production d'anticorps une fois qu'on est exposé au PFAS. Donc ça veut dire être plus vulnérable face à d'autres maladies. Bon, donc on arrive dans le centre de recherche de cancérologie. Ils vont nous présenter un peu tous leurs nouveaux travaux. Je crois que eux, ils travaillent là sur les cancers de la testicule, des testicules, a priori il y en a 2, je crois, liés au PFAS. Et frère, je te rappelle que je suis hypocondriaque, donc j'ai envie de mourir d'angoisse. Je me posais juste la question parce qu'on parlait de social, etc. Et que c'est une question qui est peut-être un peu... Vous vous en doutez, un des grands sujets, c'est évidemment le cancer. Et le Centre international de recherche sur le cancer, qui est vraiment l'autorité en la matière de cancérologie, a classé un PFAS, le PFOA, comme cancérigène certain et le PFOS comme cancérigène probable, et tout un tas d'autres PFAS sont actuellement à l'étude. Celle-ci, elle est très large. En fait, elle a analysé 16 000 personnes qui avaient déjà été diagnostiquées du cancer et ils ont regardé si leur taux en PFAS était assez élevé ou pas. Et les résultats, ils sont assez criants. Il y a vraiment des liens assez étroits avec le cancer de la thyroïde, des testicules et par exemple certains mélanomes aussi. Plus précis, cette étude, elle s'est concentrée sur le risque de cancer des testicules chez les sapeurs-pompiers qui étaient très exposés par essence au PFAS parce que c'est beaucoup utilisé dans les mousses incendies. Une des choses qui m'a particulièrement touchée quand j'ai commencé à regarder toutes ces études, c'est de voir à quel point la santé des femmes, elle était au cœur du sujet, notamment avec cette étude qui montre le lien avec l'exposition au PFAS et un vieillissement ovarien. Donc concrètement, ça veut dire des ménopauses précoces, donc une incapacité pour un certain nombre de femmes de pouvoir faire des enfants. Et face à toute cette littérature, il s'est même créé un mini GIEC de la toxicologie qui s'appelle Evidence-Based Toxicology Collaboration et qui est un rassemblement d'expertes et d'experts du monde entier qui alerte la communauté internationale sur le lien entre exposition au PFAS et dangers irréversibles sur la santé humaine. Mon amie Anne-Sophie, qui est elle aussi tombée dans le vortex des PFAS, me propose d'envoyer une mèche de chevaux au laboratoire et de tester si j'ai dans mon corps un des 12 PFAS qu'ils analysent. Ça cuit encore là, mon monsieur? Alors, la badie. La badie, voilà. Attends. Non, je peux regarder celui-là. Sur un truc, on dirait que c'est Zone 4-2V. Ah putain, je l'ai eu celui-là. Putain, tu vois, je t'avais dit, je l'avais eu. C'est moi, j'ai gagné. Attends, 2VSHFC. Non mais je suis en fait mi-paniquée parce que quand même... T'as 0,24 de PFT-RDA. Ah mais donc j'ai pas de PFOA. Non. Ah mais c'est une super nouvelle. T'as pas de PFOA ni PFOS. Ah mais tu vois, ta mère elle a jamais utilisé de poils comme ça. Mais elle a... Non mais pas de poils, nous on était dans l'air pur, de la saveur. Bah oui, mais attends, c'est quoi? Parce que moi PFT-RDA. Bah oui, mais la Badie nous en avait parlé. PFT-RDA c'est un petit nouveau qui est un peu nocif. Oh, c'est affreux. C'est affreux. Ça va ton... Je suis hyper affreux, on dirait que des maladies graves, je vous l'avais dit. Ces substances ne devront plus être fabriquées, utilisées ou mises sur le marché. Ah, c'est vraiment un grand problème. On meurt après en avoir eu 0,3. Je vais demander à la Badie, il faut que je l'appelle. Ouais. Il faut qu'il me dise. PFT-RDA. Je vais pas l'appeler, c'est un peu intrusif, mais je vais lui dire, écoutez... Une des caractéristiques des PFAS par rapport à d'autres composés synthétisés par l'homme, c'est leur persistance. Le temps que va mettre l'organisme pour se débarrasser d'un PFAS est extrêmement long. Au lieu d'être éliminés dans les selles, en fait, ils sont réabsorbés et ils repartent dans la circulation. Et c'est comme s'ils circulaient en fait dans notre organisme. Et on a énormément de mal à les éliminer de façon nette. Quoi? Attends, t'as dit quoi? Redis ça. Elle a 1,5 de PFT-RDA plus d'autres PFAS. C'est sûr. Et elle a un cancer de la thyroïde. Mais 1,5, c'est beaucoup plus que toi. Mais je suis à 1 avant de mourir. Non mais tu viens de dire de PFOA et de PFAS, mais de PFAS. Non, de PFT-RDA. Exactement plus d'autres. C'est sûr que c'est le mien qui l'a causé ce problème grave. Voilà, classique. Là, mon hypocondriaque est à son maximum. Vous l'avez donné un petit tremplin et il saute. Et c'était mon bout de... Voilà.
Laisse-moi au moins mourir avant de manger. Non, l'inverse. Attends, est-ce qu'on peut regarder un peu les autres? Oh là là, ça peut durer très longtemps cette séquence-là. Bah oui, mais tu sais que j'ai besoin de savoir. Mesdames, messieurs, chers actionnaires, bonjour à toutes et à tous. Je suis Martin Boudot, le journaliste de Verdurage, de la collection de documentaires sur France 5. Est-ce que le groupe Arkema va arrêter l'utilisation de composés perfluorés, les composés chimiques qu'on appelle les polluants éternels? Je vous remercie. Merci de votre question. Donc, aujourd'hui, le site de Pierre-Bénite ne produit ni n'utilise de perfluorés sur son site. Il utilise de manière limitée un seul additif fluoré, alors qui est le 6,2-FTS, avec un meilleur profil toxicologique que les perfluorés à chaîne longue. Par exemple, il est non bioaccumulable. Donc un des arguments des industriels pour dédouaner certains PFAS qui ne seraient pas toxiques, qui ne poseraient pas de problème pour continuer à les utiliser, c'est de dire qu'ils ne sont pas bioaccumulables. C'est-à-dire que l'organisme va les éliminer et que du coup, il n'y a pas de toxicité. Ça, c'est un argument qui est complètement faux et d'un point de vue scientifique, ça ne tient pas la route. Parce que ce n'est pas parce qu'une substance n'est pas bioaccumulable qu'elle n'a pas d'action toxique déjà. Et en plus, les PFAS qui ne sont pas bioaccumulables sont quand même persistants. Et donc, on les retrouve tout le temps dans l'environnement et on est continuellement exposé via l'alimentation, via l'eau potable, via l'air, etc. Et donc, ils peuvent quand même avoir une action toxique, même s'ils ne s'accumulent pas dans l'environnement. Mais il y a juste un truc que j'ai toujours pas compris. Attends, ça s'appelle donc lui, c'est le PFAXA. Ouais. PFHXA. PFHXA. PFAS, oui, votre PFHXA. À ce moment-là, on découvre qu'on est vraiment rentré dans un vortex et que donc concrètement, plus on avance, moins on comprend. Donc on va avoir besoin de petites mains et de grands cerveaux. On lance un appel et il y a plus d'une centaine de personnes qui répondent. C'est complètement fou dedans, il y a des anciens journalistes d'investigation, des nerds de la data. On en sélectionne une petite vingtaine et on lance paquet surprise. 1, 2, 1, 2. Ici, Solal et Camille. Mais on n'a pas d'image. Ah oui, on n'a pas d'image. Paf. Voilà. Déjà, vous nous sauvez parce qu'on s'est mis sur cette espèce d'enquête en ne connaissant rien en chimie, en n'étant absolument pas journaliste d'investigation. On essaie juste de comprendre c'est quoi cette histoire des polluants éternels et un peu quelle est l'ampleur du scandale et du danger en gros pour la population. On pensait que c'était juste une problématique de poils et du PFOA qui était de là dans les poils Tefal et que c'était un peu réglé. Et on a un peu ouvert une boîte de Pandore maintenant, donc on se rend compte de l'ampleur de la pollution à travers le monde. On se rend compte aussi que nous, on est contaminés. Est-ce que ça vous chauffe? Si c'est oui ou si c'est non, faites un pouce en l'air ou un pouce. Ah, il y a des cœurs, c'est trop chou. Ouais. Ils ont trouvé des trucs de ouf à paquet surprise. Ah ouais, c'est quoi? Qu'est-ce que tu fous, putain. Vraiment. Ouais, t'es sérieux? Non mais j'ai trouvé en fait le cache. Ok, donc l'ARS d'Île-de-France maintient et précise sa recommandation de ne pas consommer les œufs des poulaillers domestiques produits dans les communes de l'agglomération parisienne. Et ils déconseillent d'en manger. C'est-à-dire que genre, ils sont totalement au courant. Leur seule défense de l'État, c'est quand même de dire la régulation, c'est ne buvez pas d'eau, ne mangez pas d'œufs, vivez hors sol, quoi. L'État dit la même chose. Genre, on sait que c'est toxique. Faites gaffe. Comment, je ne sais pas. Arrêtez de vivre. Attention à vous quand même. Ne buvez pas trop d'eau, ne mangez pas trop d'œufs. Qu'on soit quand même très clair. Il y a un concept en droit qui s'appelle le crime industriel facilité par l'État. Et il y a des criminologues aux Pays-Bas qui travaillent sur ce concept-là appliqué aux PFAS. Est-ce que les PFAS, c'est pas l'exemple parfait, en fait, parce que quand on parle de cette pollution, il y a une responsabilité partagée, en fait, de cette situation de contamination globale aujourd'hui. Hello, on avance bien, on a trouvé pas mal de docs pour 3M et Dupont. C'est un article de industriedocuments.ucsf. C'est que dès les années 94, Dupont connaissait le risque. En fait, il y a déjà un lobbying très agressif pour préserver les PFAS avant Dupont savait. C'est ce que montre le papier scientifique The Devil They Knew. Dès 1959, Dupont établit un rapport sur la mort d'un travailleur suite à l'inhalation de téflon. 2 ans plus tard, en 1961, Dupont classe l'affaire comme une simple rumeur. La même année, le chef de toxicologie de Dupont découvre que même à faible dose, le téflon augmente la taille du foie chez les rats. En 1978, un mémo personnel et confidentiel révèle que 60% des 31 employés de Dupont ont des enzymes hépatiques élevées.
En 1981, l'entreprise sort un rapport confidentiel sur les malformations congénitales parmi les travailleuses. By the 1980s, they had done tests that indicated it could cause cancer. The companies chose not to disclose that information to the regulatory agencies. That information had been covered up. It had not been shared with scientists, with regulators, or with the public. DuPont, better things for better living. Bon, Camille, je crois que je l'ai ta base de données. Je vais pouvoir te la montrer. C'est vrai? Ouais. On a essayé vraiment de recenser à chaque fois pour chaque entreprise, chaque molécule, les engagements qui ont été pris par les... Je suis tellement excitée par ce tableau Excel. Je pensais pas que ça m'arriverait un jour. Cette petite case 11H était extraordinaire. Donc on avait identifié 5 industriels pour lesquels chercher des informations. Il y en a 4 pour lesquels les journalistes de Paquet Surprise, ils ont dû vraiment à chaque fois aller chercher les rapports à la main, consolider la donnée et tout, etc. Il y a un industriel qui a mis de la donnée sur les 15 000 produits qu'ils fabriquaient. C'est qui? C'est les gars? C'est 3M. Ah, c'est 3M? Ouais. Sur les 14 000 produits qu'ils mettent, il y a un PFAS qui apparaît 2500 fois. Et ce PFAS, il s'appelle Vendor Trade Secrets. Ouais. C'est genre secret professionnel, enfin secret industriel, quoi. En gros, ça veut dire qu'on sait pas ce qu'il y a dedans. Bah super, c'est vrai. Donc en fait, sur plus de 10% de la base, même plus, on n'a pas... Même quand ils mettent la base de données en open source, derrière, on n'arrive pas à analyser ce qu'il y a dedans. Alors qu'elle est exposée à des procès de plusieurs milliards d'euros aux États-Unis, 3M a annoncé arrêter les PFAS à horizon 2025. Mais, petit astérisque, se réserve le droit de continuer à en utiliser si certains usages se révèlent non substituables. En revanche, certains industriels n'ont aucunement l'intention de se débarrasser des PFAS. Chemours vient d'annoncer un investissement historique de 200 millions de dollars pour ouvrir une unité dans le Val d'Oise. Daikin, côté lui, a annoncé agrandir son site de Pierre-Bénite. Qu'est-ce qui nous pousse, en tant qu'industriel, qu'est-ce qui pousse les industriels à continuer de nous les vendre et de passer par tous les moyens possibles pour continuer? C'est très difficile de répondre à cette question et tu penses bien que tous les gens qui travaillent sur ces questions, ça les empêche de dormir assez régulièrement. Bonjour et bienvenue chez Arkema. Welcome to Arkema. Si vous parlez français, oui, appuyez sur 1. 1. Si vous souhaitez être mis en Il pleut. avec le service des ressources humaines, non, appuyez sur 1. Je vais calmer. Le service de maintenance. You've reached Chemours International Operations Company. Non, 4. 4. Appuyez sur 4. www.chemours.com. Quelqu'un... Sorry, the number you have dialed is not in service. Je vous informe que le numéro demandé n'est pas attribué. Je pense que les industriels qui fabriquent des PFAS, pas forcément ceux qui les utilisent, hein, ceux qui les fabriquent, qui ne sont pas si nombreux que ça, vont faire comme les autres industriels confrontés à des problèmes de réglementation sur d'autres substances. C'est gagner du temps et essayer de retarder le plus possible le moment où ils vont devoir passer à autre chose. Parce que c'est très confortable de continuer à faire du profit en fait, avec ce qui est déjà là, quoi. Et il n'y a pas d'exemple. Un jour, j'ai demandé à des historiens des sciences spécialisés sur la pollution industrielle s'ils avaient l'exemple d'un industriel qui se serait mis qui aurait retiré une substance dès qu'il a appris qu'elle était toxique, qui aurait eu un comportement vertueux, on va dire, assez rapidement. Et ils ont réfléchi pendant 10 minutes dans un silence assez pesant pour finalement me dire, en fait, non, on n'a pas d'exemple, quoi. Bon, alors comme c'est le PFAS n'est pas dangereux, monsieur Chemours? Tout à fait, nos PFAS sont bio et complètement biodégradables. Puisque Chemours semble complètement injoignable, et c'est pas faute d'avoir essayé, on décide de se rendre sur place. On veut savoir qu'est-ce que l'entreprise qui est à quelques kilomètres de chez nous compte faire au niveau des PFAS. J'ai l'impression d'être sur Mars, j'ai pas dormi là, je sais pas du tout. On est chez Chemours. Qui se dit pas Chemours, je dis Chemours depuis 110 ans, fake news.
Kémour. Pas le droit au téléphone, pas le droit de fumer, pas le droit aux caméras. On arrive devant une grille où c'est écrit accueil visiteur. Et assez rapidement, il y a une dame qui arrive, qui nous demande ce qu'on fait là. On lui explique qu'on veut rencontrer quelqu'un d'entreprise pour lui poser des questions. Et elle nous répond que quelqu'un va arriver dans les 5 minutes. Et 5 minutes plus tard... Ah bah, police nationale. Ils envoient quelqu'un. Je sais pas. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi, qu'est-ce que vous faites de bon? Enfin... On fait un reportage, on était venu demander un rendez-vous à Kémour. On nous a dit que c'était quelqu'un de Kémour qui venait. Bonjour. Et vous êtes qui? Et nous, on est vous avez une carte d'identité, s'il vous plaît? Ouais. Oui. Les trois. Le but, c'est de faire quoi là aujourd'hui? Là, on a essayé d'appeler l'entreprise pour avoir un rendez-vous. On n'a pas eu de réponse, donc on voulait savoir s'il y avait un accueil pour demander un rendez-vous simplement. Pourquoi vous filmez de l'extérieur? Parce que pour faire des images pour montrer... C'est interdit. Même à l'extérieur? Sur la voie publique? Oui. Ah bon? C'est interdit de filmer sur la publique. Vous avez des trucs? C'est quoi là? C'est je vais vous montrer si vous voulez, pour ça. Votre numéro de téléphone, s'il vous plaît. Dans la dizaine de minutes qui s'écoulent, il y a 2 autres voitures de police qui rejoignent la première, donc on se retrouve face à 12 policiers. Et pour l'instant, personne de l'entreprise. C'est seulement à ce moment-là que quelqu'un descend de sa voiture. Votre prénom, comme ça je sais qu'on a compris? Ça vous avancera pas grand-chose. Non, ça va, très bien. Vous savez bien que les forces de l'ordre sont pas là pour rien. C'est pas pour vous arrêter. Alors on vient vous voir pour demander un rendez-vous. On pose toujours des questions, on envoie des gens qui permettent de filmer des endroits comme ça sans y être invité. On a envie d'avoir une transparence sur les habitants qui habitent ici, quels sont les impacts, et vu qu'on ne trouve pas les réponses publiquement et qu'on n'a pas de réponse quand on les pose, on vient juste demander à... Je vous rassure, je pense que personne ici n'a envie de mourir. Ce que je vais vous inviter à faire, c'est à déposer tout ça par courrier à l'accueil. Vous êtes à l'accueil d'ici? Avec vos noms. Faites comme ça, et puis je vous garantis pas qu'il y ait une réponse, mais au moins ça sera un peu moins... C'est une maigre consolation, mais on s'apprête à laisser cette fameuse enveloppe avec quelques questions à l'accueil. On va demander de cliquer les lieux, en fait. Ça marche. On ne peut pas du tout poser Non. Alors par contre, on peut les appeler pendant des journées entières sans avoir aucune réponse. Ils sont pas dispo, mais là quand il s'agit de venir nous voir pour surveiller les 2 images qu'on vient de faire, là il y a de l'efficacité. Là Kémour est en place. Our environment is already massively contaminated with this stuff, and it's going to be very difficult to get it out of the soil, the water, the air, and wildlife, and in people. But what we can do very quickly is stop any more of it from coming out into the world. Stop more of it from getting into products and materials and continue to be emitted into the world so that we can focus on removing what's already out there and making sure that these exposures stop. Si on continue à réglementer les substances chimiques une par une, comme on fait depuis des décennies, depuis qu'on a une réglementation chimique, c'est un peu comme vider le Sahara avec une petite cuillère percée, quoi. C'est-à-dire que s'il y a 4700 PFAS sur le marché, ou 12 000, ou 14 000, ou 1 million, en fait, on ne sait pas, les réglementer une par une, on n'y arrivera jamais, en fait. Après des années de complaisance vis-à-vis des industriels chimiques, certains pays décident d'enfin en sortir. C'est le cas par exemple de la Nouvelle-Zélande ou du Danemark. Et en France, il y a un député qui a entendu parler de l'histoire de Robert Billotte et qui depuis s'acharne à essayer de faire voter une loi pour interdire les PFAS sur le territoire. Il s'appelle Nicolas Thierry et on allait le rencontrer à l'Assemblée nationale. Tu rends compte déjà, les cosmétiques, déjà si on pouvait l'interdire, même pendant plusieurs années, le nombre de cancers qu'on éviterait. Ouais. Même en termes d'emballage alimentaire. Et en fait, on sait que c'est un certain nombre de produits, donc emballage alimentaire, le textile non professionnel, c'est-à-dire on ne parle pas des vêtements de sécurité, mais du quotidien. Je l'ai dit, les cosmétiques et le ski, c'est-à-dire les farts, c'est-à-dire pour glisser un peu plus vite. Ça, on sait faire sans. Ouais. Et déjà, si on interdit, et on a des alternatives, on sait faire sans, si on interdit tout de suite, sans attendre l'Europe, ouais. En fait, ça se compte en vie humaine. On va éviter des milliers, voire des dizaines de milliers de cancers Français, en fait. tout de suite. Et c'est pour ça que c'est aussi très intéressant, la question des PFAS, c'est l'introduction de l'idée de l'usage essentiel.
c'est quoi les usages essentiels pour la société, qu'est-ce qu'on veut dire par essentiel, et c'est pas un choix qui peut être fait par 15 industriels et 3 régulateurs. C'est un vrai choix de société, en fait. Évidemment, c'est des industriels qui ont créé ces besoins et les consommateurs, nous, on les achète. Mais il y a une vraie réflexion à avoir aussi pour les consommateurs sur quelle baisse de performance ils sont capables d'accepter sur des objets dont leur vie ne dépend pas. Par exemple, faire frire un œuf, qui est beaucoup moins essentiel à la société que les pompiers soient équipés avec des équipements qui leur permettent de ne pas brûler quand ils rentrent dans un lieu en flammes. Le troisième point, qui est aussi très important, c'est mettre en place une taxe qui serait payée par les industriels pour justement alimenter un fonds qui servirait à la dépollution. Et pour être un peu précis, ce fonds, il abonderait, il financerait les agences de l'eau qui permettraient d'aider les collectivités, les mairies, pour qu'elles puissent assurer la dépollution. Donc en fait, interdiction 2025, 2027 plus large, test dans l'eau et une taxe sur les industriels pour qu'ils puissent répondre financièrement des pollutions qu'ils ont générées. C'est ça la proposition de loi. Tous les industriels confondus. Tous les producteurs de PFAS. Tous les producteurs de PFAS. Producteurs de PFAS. D'accord, ok. Il y a une évaluation qui a été faite, qu'il faut mentionner sur le coût des maladies liées à une exposition au PFAS. Le coût pour les systèmes de santé européens, c'est entre 52 et 84 milliards d'euros par an. C'est quand même, et ça ne concerne que certaines maladies qui ont été identifiées comme liées à une exposition au PFAS. Donc c'est le coût pour la société des PFAS en termes de santé des personnes, pour les systèmes de santé, de dépollution, est vraiment atteint des sommets qui sont difficilement imaginables, quoi. On pourrait se demander à quoi ça sert. En fait, vous gérez vos lois, et voilà. Mais qu'est-ce que ça change si les gens en parlent? Est-ce que ça peut changer des positions? Nous, on ne fait rien, on ne peut rien faire bouger sans la pression citoyenne. Aujourd'hui, il faut bien avoir conscience que les lobbies sont extrêmement organisés, qui fournissent des éléments de langage à beaucoup de députés, qui multiplient les rendez-vous, qui sont extrêmement organisés, qui ont beaucoup d'argent. Et la seule chose qui peut contrebalancer cette pression des lobbies industriels, c'est la pression citoyenne. Donc si demain, on n'a pas de la société civile, des militants, des citoyens dans les circonscriptions qui interpellent les députés, en fait, c'est le statu quo. Ça peut changer des positions de députés et évidemment. donc faire emporter le vote. Oui, et par ailleurs, s'il n'y a pas de pression citoyenne, on ne gagnera pas. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire aujourd'hui, on restera dans peut-être le vote des écologistes, peut-être des députés NUPES, mais on n'ira pas au-delà. Et si on veut faire bouger notamment un certain nombre de députés qui sont dans la majorité ou même dans l'opposition à droite, s'ils ne sont pas interpellés dans les circonscriptions, s'ils ne reçoivent pas de mails des ONG, si des scientifiques ne les interpellent pas, ça ne bougera pas. Donc en fait, c'est vraiment un travail complémentaire qu'il faut mener entre société civile, députés qui portent les lois et les scientifiques. Sans ce triptyque, il n'y a pas de salut. Et les lobbies de l'industrie, de ceux de Chemours, de Arkema, de tout ça, ils sont déjà présents, ils savent que vous allez voter cette loi-là. Est-ce que vous les avez vus déjà s'organiser un petit peu? Alors c'est jamais extrêmement visible. Par contre, on voit en commission que les éléments de langage qui sont formulés par un certain nombre de députés, on voit bien que c'est précisément les mêmes que ceux que tiennent les industriels. Et d'ailleurs, on en discute avec Robert Bilotte, qui a été l'avocat aux États-Unis, qui nous avait prévenu des éléments de langage qui allaient être formulés. Et quelques semaines après, je les entendais en commission de la bouche de députés qui étaient parfaitement les mêmes, au mot près. Et qui reprennent la défense de l'industrie, en fait. Exactement. Donc, en fait, ils sont très organisés. Ils ont des juristes de très haut niveau, ils ont des lobbyistes, ils proposent des amendements sur les propositions de loi qui sont déjà pré-rédigées, que les députés n'ont qu'à déposer. Donc, tout ça est très organisé. Donc, il faut bien comprendre qu'on a des puissances financières en face de nous qui ont largement les moyens et que les enjeux, on parle de milliards en face, qui sont justement... Et leur curseur, eux, c'est pas la santé publique. C'est comment j'organise le statu quo pour maximiser mon profit. Pour maximiser mon profit, même si je sais que je vais perdre dans 10 ou 15 ans que la réglementation changera. Si je peux gagner 5 ans, eh bien, c'est des milliards de gagner. C'est ça. Gagner du temps, décaler. Exactement. Les PFAS, c'est un des sujets les plus passionnants sur lesquels j'ai eu à travailler comme journaliste, parce que c'est au cœur de tellement de questions de comment on veut vivre en société, en fait. Quel choix on doit faire, quelles sont les priorités finalement. Oui, je trouve que ça pose vraiment exactement les bonnes questions qui font mal et qu'on ne s'est pas posées au moment où les décisions auraient pu être prises, quoi.
what we do know from the story of Mr. Tennant is people speaking out and saying, this needs to stop. That even if you're fighting big companies, and big systems that are moving at a certain pace, it can be changed. And enough people standing up and saying, this isn't the way it should work, that can make a huge change. Cam, tu viens? Ouais, j'arrive.